À 12 ans, et dans des circonstances mystérieuses, mon père est mis à la porte de la maison familiale. Il se retrouve dans un camion de fruits et de légumes en direction de Marrakech, 500 kilomètres plus au sud. J'ai cru comprendre qu'on le prédestinait à des études religieuses à la prestigieuse Qarawiyyin de Fès, mais qu'il préférait rester chez les Français pour faire son collège. Mon grand-père l'aurait giflé et prié de déguerpir. Il ne lui restait plus qu'à chercher le gîte, c'est son frère aîné, régisseur d'une ferme de colons, voisine du bassin d'eau douce de l'Amnara. Au début des années 50, mon père arrive dans une ville divisée en deux par un apartheid aujourd'hui oublié. Aux musulmans et à une grande majorité de juifs, la Médina insalubre. Aux Européens, le Guélise, ses immeubles modernes et ses roseraie immenses. Admis au lycée Mangin, il était un des rares indigènes à préparer le bac. Nous sommes en 1955-1956 et le Maroc est sur le point d'obtenir son indépendance. Mon père recevait taloche sur taloche pour ces moments d'exaltation où il criait « Vive le Maroc libre !» Pourtant, la France coloniale, que tous critiquaient à l'époque, lui en premier, lui donnera la chance de devenir quelqu'un. Désargenté, sans relation, ce petit Marocain bon en maths et en composition s'accroche à la main tendue par l'armée de l'air. À l'école des transmissions d'Auxerre, il bouffe des pages et des pages de schémas électroniques, une discipline relativement neuve à l'époque, et se spécialise dans le radar de la Caravelle, un avion à réaction qui aura une carrière extraordinaire. Aux côtés de machines légendaires comme le chasseur Mirage, le supersonique Concorde et l'hélicoptère Puma, la Caravelle figure parmi les fleurons de l'industrie aéronautique française d'après-guerre.